Alors qu'on connaît le nouveau gouvernement depuis mercredi et que les députés feront leur entrée mardi à l'Assemblée nationale, les nouveaux, les bisus, nous sommes face à un gouvernement qualifié cette semaine d'expert et d'une Assemblée nationale qualifiée de sans expérience politique. Alors question, comment faire de la politique sans politique dedans? Bonjour Laurent Bigorgne. Bonjour. Vous dirigez l'Institut Montaigne qui depuis des années propose des réformes et des solutions pour l'action publique. C'est un think tank. Vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Petite curiosité comme ça, vous auriez pu être secrétaire d'État ou ministre, vous? Ouais, chacun son métier. Moi, je suis dirigeant associatif. Aujourd'hui, je m'occupe d'un think tank. On a, sur les champs qui m'intéressent le plus, une très bonne ministre de l'enseignement supérieur et un excellent ministre de l'éducation qui a été 2 fois recteur, directeur général du ministère. Je pense que c'est le bon profil, au bon endroit, au bon moment. Parce que c'est vers l'éducation qu'on pensait à vous à un moment donné, parce que Libération vous pose l'Institut Montaigne comme maître à penser d'Emmanuel Macron et du président. Ce serait très fatigant d'être maître à penser d'Emmanuel Macron parce que des pensées, il en a mis à la minute, il a mis une source d'inspiration, il y a des concordances entre ce que pense Montaigne depuis des années et ce que veut faire Emmanuel Macron du pays, puis il y a aussi des discordances, ce qui est normal. Il y a des points d'accord et des désaccords. On vous a consulté, vous, sur la formation du gouvernement? Pas un instant. Pas du tout. Qui n'est d'ailleurs pas mon métier. Vous êtes consulté tout le temps, mais sur vos idées et les rapports que vous produisez à l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne. Un regard d'abord sur le casting de ce gouvernement. Certains ont dit cette semaine, c'est un gouvernement d'experts. Comment vous comprenez ce qualificatif et est-ce que vous le partagez? Il y a beaucoup d'expertise. Alors, est-ce que ceux qui ont de l'expertise sont nécessairement des experts et resteront comme des experts? Non, ce sont des hommes politiques. Dès lors qu'on est au gouvernement, on a bien vu pour Emmanuel Macron. Il est arrivé avec une étiquette d'expert, plutôt versé dans les choses économiques, et on voit que c'est un vrai politique. Donc attention aux étiquettes trompeuses. Il y a de l'expertise, mais c'est pas pour ça que ce sont des experts ou des gens qui travaillent en chambre. Et ils ont à tisser quelque chose avec les citoyens, et c'est là-dessus qu'ils seront jugés. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas à tenir le cap, le pari audacieux des réformes? Et à mon avis, l'opinion n'a aucune patience. C'est-à-dire que l'opinion, elle ne veut pas des experts, elle veut des gens qui agissent. Justement, les gens qui savent donner patience à l'opinion, c'est plutôt des politiques. Oui, c'est pas toujours des gens de la société civile. Prenons un épisode marrant de cette semaine. Monsieur Mélenchon qui donne des leçons de rédaction de contrats de travail au mathématicien Cédric Vegani, élu député à l'Assemblée nationale. Mais en quoi Jean-Luc Mélenchon, qui vit au crochet des concitoyens depuis des décennies, a des leçons à donner sur ce qu'est un contrat de travail à Cédric Vegani? Il vit pas au crochet des concitoyens, il a eu des mandats. Mais c'est un apparatchik. C'est un apparatchik de parti politique qui nous fait croire qu'il est un homme neuf, alors qu'il n'a fait que de la politique d'apparatchik tout au long des décennies passées. La société civile, très présente dans ce gouvernement, qu'est-ce que ça augure? Ça n'a jamais bien fonctionné par le passé. Mais ça n'a jamais bien fonctionné parce que, par le passé, la société civile, c'était un alibi. On avait essentiellement des caciques de partis politiques qui correspondaient à des arrangements, et puis on saupoudrait avec une ou deux personnalités de la société civile. Là, on a voulu, effectivement, créer un gouvernement d'expertise et de compétences. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne politique qui consiste à dire on veut mettre la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Au Premier ministre, au Président de la République, à chacun des ministres, de montrer que c'est le bon choix. Et encore une fois, vous verrez très rapidement que ce sont des hommes politiques et des femmes politiques, tout simplement parce qu'ils le deviennent. C'est la nature de leur fonction, c'est la nature de leur mission. Mais un gouvernement est inspiré par le territoire français. Souvent, par le passé, on a eu des gouvernements qui représentaient un peu toute la France. On choisissait un ministre dans l'Ouest, un dans le Sud, il y avait toujours un Corse. Ça, c'est fini. On dirait que ce gouvernement nous est aussi étranger, parfois, qu'un gouvernement danois. Moi, ce qui m'est étranger, c'est un gouvernement qui échoue. Or, il faut bien constater que depuis plusieurs quinquennats, on est face à des gouvernements qui échouent. Échouent à endiguer le chômage, à réformer l'école, à réformer l'économie, à protéger les Français. Ce qui est tenté là, c'est de réunir des compétences, des hommes et des femmes de mérite, pour voir si ce rassemblement, cette Dream Team, permet effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes que nos concitoyens veulent voir résolus. Pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Il y a une volonté politique, il y a une cohérence, il y a une transparence, il y a une majorité neuve, c'est-à-dire des gens qui arrivent avec un état d'esprit nouveau. On n'est pas dans des querelles qu'on cherche à régler, on n'est pas dans des histoires d'appareils, on a bien vu d'ailleurs. Moi je suis assez content et je me félicite de la sortie et de Richard Ferrand et de François Bayrou. Il y a des technos partout. Ce qu'on appelle les technos, c'est des énarques, oui, des grands commis de l'État. Ils sont évidemment irréprochables, mais c'est ce qu'on reproche les deux premiers technos à du la gouvernement, superstructure depuis des années. Les deux premiers technos du pouvoir exécutif, c'est le Premier ministre et le Président de la République. Ce sont d'abord et avant tout des hommes politiques.
Donc je crois que cette vision selon laquelle les technos seraient au pouvoir, elle vient quand même buter sur le fait que Emmanuel Macron, dont on disait qu'il était un super techno, un super banquier, a montré qu'il était un super politique, que le Premier ministre est un conseiller d'État, maire du Havre, c'est pas rien, maire du Havre, et qui lui aussi a montré dès sa prise de fonction et l'échange qu'il a eu avec Cazeneuve qu'il était un vrai politique. Là, c'est le supporter qui parle ou c'est le directeur de l'Institut Montaigne? C'est le directeur de l'Institut Montaigne. Ensuite, il faut être sans concession. Moi, j'étais triste de voir que Richard Ferrand et François Bayrou ne sortaient pas du gouvernement parce que je trouvais qu'il y a une discordance. Ils sont sortis, c'est fait. Donc maintenant, place à l'action. J'attends de voir ce que sera effectivement la loi d'habilitation pour réformer le marché du travail par ordonnance, et j'attends de voir ce que sera le projet de loi de finances et le projet de loi sur la moralisation. C'est à ça qu'il faudra juger, vous attendez pas la sociologie du gouvernement. Vous attendez de voir à quoi ressembleront ces projets de loi sur des dossiers essentiels comme le travail, comme... c'est notre avenir qui joue, c'est notre avenir. Vous attendez quoi? Plutôt que vous attendez de voir? Moi, j'attends quoi? J'attends qu'on nous montre qu'effectivement, des questions qu'on n'a pas su débrider, prendre, déplier depuis des années, on a enfin le courage de les affronter. Je vais prendre un exemple très concret. Sur le marché du travail, est-ce qu'on va être capable de dire « je ne sais pas protéger vos emplois, je sais vous protéger vous », parce qu'à la fois je réforme le marché du travail et la formation professionnelle, quitte à bousculer les syndicats. Vous pensez qu'ils vont le faire? J'espère. C'est ça que j'attends. Et moi, je ne suis pas ami d'un tel ou un tel. J'ai des proximités. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que font ceux qui sont au pouvoir. Qu'est-ce qui peut les faire trébucher ou rater? Ces fameux experts, ces énarques, ces technocrates. Ce qui peut les faire trébucher ou rater, c'est ce qui peut faire rater ou trébucher tout pouvoir. C'est à un moment ou à un autre ne pas être capable de trancher une crise. On vient de parler de la crise Ferrand-Bayrou. Elle est tranchée, c'est derrière nous. Ce qui peut à un moment ou à un autre faire trébucher ou rater, c'est de ne pas écouter. C'est par exemple de ne pas entendre à un moment ou à un autre que la population est prête à faire certaines choses et d'autres pas. Donc il faut garder des capteurs. Il faut aussi être capable d'écouter sa majorité parlementaire. On y vient. Elle est largement inexpérimentée politiquement, parce qu'elle est nouvelle. Elle est sociologiquement CSP++, comme on a dit, des nouvelles professions représentées, ce qui n'est pas un mal. Mais ça, c'est pas différent. 40% de femmes. Ça, c'est très bien. Bon. Pour le coup, ça, c'est inédit. Qu'est-ce qu'elle peut apporter, cette majorité qui n'a pas d'expérience politique? On a des experts au gouvernement et des inexpérimentés politiques dans l'Assemblée. C'est qu'elle n'a pas de culture politique préexistante. Donc on va éviter le jeu d'acteurs entre ceux qui sont frondeurs, ceux qui ne le sont pas. On va éviter le jeu d'acteurs entre ceux qui veulent gagner le congrès à l'intérieur du parti parce qu'on est très loin des préoccupations qui devraient être celles de l'Assemblée, et ceux qui sont leurs opposants. On a une clarté pour l'instant cristalline, peut-être que ça ne durera pas. Vous trouvez qu'il y a une clarté cristalline quand la droite ne sait pas où elle habite, quand on a 7 groupes d'opposition et que Emmanuel Macron a rebattu les cartes de la droite et de la gauche? On verra dans 5 ans. La droite, elle a 5 ans pour se reconstruire. Donc, à elle de faire ce travail qu'elle n'a pas su faire, idem pour la gauche. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est ce qui se passe sur les bancs de l'Assemblée dans le groupe majoritaire et au gouvernement, parce que c'est a priori eux qui vont décider. On va avoir affaire à des godillots, Richard Ferrand, président de groupe, des élus inexpérimentés qui vont avoir soif de découvrir la très belle politique d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rappelons-nous les assemblées élues en 80. Alors je le dis pas nécessairement pour les plus jeunes de nos auditeurs ce matin, mais rappelons-nous 1980, 1993. À chaque fois, on a vu arriver des centaines de nouveaux députés. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Ce qui va compter là, c'est de voir si effectivement les députés travaillent, si effectivement les textes législatifs sont discutés, si le Parlement est cantonné à un rôle d'observation ou si au contraire il a un vrai rôle à jouer, sur quelle base. Moi je suis content de voir que des professionnels, que des chefs d'entreprise, que des cadres, que des employés, que des agriculteurs, que des enseignants, que des médecins, que des avocats entrent au Parlement plutôt que des assistants parlementaires, plutôt que des apparatchiks de parti. Laurent Bigorne, si vous êtes déçu, l'Institut Montaigne le fera savoir, vous le direz, vous le proche d'Emmanuel Macron qui l'avait inspiré. Mais bien sûr, j'ai dit la semaine dernière que je ne comprenais pas pourquoi Richard Ferrand ne démissionnait pas. Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci à vous.